ici au Maroc, à Ben Sergao, à Agadir, dans le cimetière des martyrs. Donc c'était un choix de leur maman. Très vite, la tristesse va laisser la place à l'incompréhension. Que s'est-il passé dans la tête de cette mère de famille pour commettre un tel carnage? Pour son mari, c'est une certitude, sa femme n'a pas agi seule. Quelqu'un a dû l'aider. Étant donné que je connais bien ma femme, certainement il y a une influence d'autres personnes sur cette femme pour qu'il puisse arriver jusqu'au bout pour faire cette boucherie et faire couler le sang de 5 enfants d'une manière atroce. Et donc pour moi, maîtriser 5 enfants et les torturer d'une manière atroce sans que les grands se rendent compte, qu'ils alertent la police et ça, moi, ça me dépasse. Cette tuerie semble avoir duré 1h30, mais ça a pris du temps et je ne comprends pas comment une femme seule ait pu réaliser tout ça. C'est incompréhensible pour moi. J'ai un souci qui est partagé par M. Bouchaïb, je pense, par le docteur Scar aussi. Tuer 5 enfants dans le rituel qui est décrit par elle, sans que des cris ne soient lancés par l'un ou par l'autre et n'alertent les derniers, est quand même un peu bizarre. Pour Paul Bensoussan, psychiatre, cela n'a rien de bizarre. Il n'est pas expert dans ce dossier, mais il a déjà connu des cas d'infanticide. Il explique qu'au moment de passer à l'acte, Geneviève l'ermite a basculé dans un état second. Ce sont des états modifiés de conscience qui donnent à la personne soit une force physique considérable, soit une force psychique qui lui permet de tolérer l'intolérable. Parce que 1h30, des enfants qui se débattent, des gestes meurtriers particulièrement violents, il faut nécessairement, pour pouvoir affronter tout ça, se mettre dans un état modifié de conscience. Il faut avoir une capacité pratiquement à sortir de soi-même et à agir de façon parallèle pour réintégrer après son enveloppe corporelle normale. Et c'est seulement là qu'on a l'effondrement de la personne qui réalise ce qu'elle vient de faire. Geneviève l'ermite a donc pu trouver la force d'agir seule. Par ailleurs, les enquêteurs n'ont rien trouvé concernant une éventuelle complicité. Croyez bien que le juge d'instruction et les enquêteurs ont véritablement tout mis en œuvre pour qu'il n'y ait pas le moindre doute au sujet de la présence ou non d'une tierce personne et qu'il n'y a aucun élément, je dis bien aucun élément dans le dossier qui vienne accréditer cette thèse. Nous avons donc un auteur qui est la maman, Madame l'ermite, qui a donné une version des faits. Nous avons des constatations qui ont été faites, des constatations médico-légales, je dirais, et ces constatations correspondent à ce qu'a pu nous dire la maman des enfants. Donc dans l'état actuel des choses, et les constatations et les auditions de la maman correspondent parfaitement. Comment Geneviève l'ermite explique-t-elle son geste? Face à 3 experts psychiatres chargés de l'examiner, elle décrit la cage dorée étouffante dans laquelle elle s'est progressivement sentie enfermée. Sa colère au départ est dirigée vers le docteur Scar. Perçu comme un beau-père protecteur, il va au fil du temps être considéré comme un être répugnant, exaspérant. Je pense que Geneviève l'ermite est un être extrêmement manipulateur parce que elle semble me dénoncer ou parler de moi à la justice comme étant un être qui l'exaspérait. Et 2 mois avant d'assassiner ses enfants, à l'occasion de mon anniversaire qui est le 12 décembre, elle m'envoie un SMS chaleureux dans lequel elle me dit « Cher Michel, nous t'envoyons nos plus gros baisers et nous te souhaitons un heureux anniversaire, je et les enfants. » Est-ce que vous envoyez un SMS comme ça à quelqu'un qui vous exaspère, au point de tuer vos enfants?
Dans une série de lettres, Geneviève Lhermitte exprime son malaise. Michel était le parrain qui décidait de tout. Nous étions financièrement dépendants de lui. La situation était devenue insupportable. Je me sentais prise dans un étau. Aujourd'hui, je me sens plus libre en prison. La dépendance s'exerce d'un point de vue médical également. Le docteur Scar signe lui-même les certificats médicaux prolongeant l'incapacité de travail de Geneviève Lhermitte. C'est vrai que le docteur Scar a pendant un certain temps fait les certificats médicaux pour Madame Lhermitte pour prolonger son incapacité de travail, mais d'autres médecins en ont fait aussi, et personne n'a jamais mis en cause le fait qu'elle était incapable de travailler. Donc ça n'est pas vraiment dépend du docteur Scar. Hein, ça. Ce que Madame Lhermitte oublie de dire, c'est que 2 ans après la naissance de Mehdi, moi je lui ai fait la suggestion, je lui ai dit, est-ce que tu ne reprendrais pas un travail à temps partiel pour ton épanouissement personnel, parce que j'imagine que c'est vrai qu'être toute la journée s'occuper des enfants, c'est peut-être un peu lourd, tu as fait des études, il y a peut-être des choses que tu voudrais faire. Je dis, est-ce qu'il ne faudrait pas envisager une reprise à temps partiel? Ça peut se faire dans l'enseignement. Et elle l'a refusé. Geneviève Lhermitte accuse le docteur Scar de violer l'intimité du couple. Il entrait par exemple le matin dans la chambre à coucher sans frapper. Elle ne dénonce aucune relation sexuelle, mais... Nous formions un ménage à 3. Michel est un homosexuel refoulé qui s'est acheté une vie de famille et des enfants. C'est absolument faux, ça fait partie des idées délirantes de Madame Lhermitte. Moi j'ai une vie sexuelle qui me satisfait amplement et je pense que ça fait partie des élucubrations de Madame Lhermitte. Mais pourquoi Michel Scar s'incruste-t-il à ce point dans cette famille? L'explication réside dans le drame qu'il vit depuis l'âge de 25 ans. Il a découvert que pour des raisons médicales, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Il en a beaucoup souffert et n'en a parlé à personne. Bouchaïb, c'est l'enfant qu'il n'a pas eu. Cette famille, c'est un peu la sienne. En bon père, il voulait, dit-il, assurer leur avenir à tous. Leur mode de vie était tout simplement calqué sur le modèle marocain. Ces familles vivent ensemble dans la même maison et un enfant habite un étage, un autre couple habite le 2e, les parents habitent le 3e. Il y a beaucoup de familles qui fonctionnent sur ce mode-là. Et nous fonctionnions sur ce mode-là, conscients du fait que la communauté que nous formions était quand même atypique. J'ai demandé si cette cohabitation ou communauté, on l'appelle comme on veut, posait un problème. Je l'ai demandé à Lhermitte, je l'ai demandé à Bouchaïb, je l'ai demandé au couple. Et ils m'ont chaque fois répondu, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème. Bon, je n'avais pas demandé ça toutes les 10 minutes non plus. Geneviève Lhermitte a d'ailleurs adopté librement une partie des coutumes marocaines. À aucun moment, elle ne se plaint de la différence culturelle. Je crois quand même dans l'enquête, elle parle beaucoup, qu'il a appris beaucoup de cette culture, qu'il était... qu'elle faisait, par exemple, la fameuse soupe marocaine mieux qu'une marocaine. Et donc elle-même, il prouve que il a appris que le meilleur de cette culture et que c'était son choix. Après Michel Scar, Geneviève Lhermitte s'attaque à son mari. Il traitait, dit-elle, les enfants de petites crasses et les frappait. Je ne l'ai jamais vu jouer avec un de nos enfants. J'ai toujours eu le sentiment que les enfants l'énervaient. Il n'avait pas de patience avec eux. C'est peut-être pour cela qu'il partait un soir sur 2 se détendre à la piscine, à Halle. Son mari travaillait dans un sauna naturiste de la région bruxelloise. Elle souffrait, dit-elle, de ses absences. Elle s'était habituée à devoir refouler des idées suicidaires. En cas de tension, elle se cognait la tête au mur ou frappait du poing à travers une vitre. C'est faux
archi faux ce que vous dites là. C'est encore une fois une suite logique, des mensonges que certains conseils racontent et certains journalistes. Et moi, je peux encore une fois répéter que cette personne, à mes yeux, elle était tout à fait normale, elle était bien protégée par moi et j'étais à l'écoute de cette femme et tout allait très bien et elle était quand même intelligente. Quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, il pouvait trouver plusieurs possibilités pour s'en sortir et pour trouver les meilleures solutions. Alors ne venez pas raconter des conneries pour expliquer l'inexplicable. Geneviève s'interroge encore. Est-ce que Bouchaïb va se rendre compte qu'il s'est complu dans l'oisiveté, qu'il était entretenu, qu'il avait toutes les facilités, l'argent facile qu'il ne gagnait pas lui-même? Je crois que le mari n'avait pas la même perception de la situation qu'elle. Il était sans doute tout à fait convaincu que les choses se déroulaient bien, que sa femme avait tout pour être la femme la plus heureuse, alors qu'elle avait une toute autre perception de la situation. Mais Geneviève l'ermite a-t-elle réellement exprimé son malaise? Difficile à dire. Elle souffre d'alexithymie. En clair, elle ne communique pas facilement ses émotions à autrui. Elle se cache derrière un masque de bien-être contradictoire avec ce qu'elle ressent. Elle en veut à son mari, mais elle ne lui dit pas. Et continue à lui envoyer des lettres d'amour, même après le drame. Cher Bouchaïb, je te souhaite une heureuse année 2008, malgré la tristesse, la souffrance et toute cette atmosphère pénible. Je t'envoie mes meilleurs vœux, je pense à toi, que Dieu t'aide tous les jours, que ta foi te porte et t'aide aussi. À te revoir, Inch'Allah. Geneviève. C'est aussi j'ai aussi même des puzzles où je dois de Geneviève où il exprime tout son amour pour moi et tous ses regrets. Vous pouvez le voir, c'est Geneviève et voilà. Contradictoire, Geneviève l'est aussi avec ses parents. En prison, elle reprend contact avec eux et change radicalement sa perception de leur relation. Ma mère a toujours eu un caractère fort. J'ai toujours été impressionnée par elle. Maintenant, je me suis rendu compte qu'il y avait un dialogue possible avec mes parents alors que j'étais persuadée du contraire. Ils n'ont pas changé. C'est moi qui les aborde différemment, sans appréhension. C'est dommage de constater qu'il ait fallu cet horrible événement pour que nous nous rapprochions. Geneviève l'ermite le reconnaît, sa vision était disproportionnée. Les parents tyranniques, l'enfer, n'existeraient donc que dans sa tête. De quoi s'interroger dès lors sur l'ampleur réelle des reproches adressés à son mari et à Michel Scar. Il est possible que sa fragilité psychologique joue un rôle. Elle vit sous antidépresseurs. Son dossier médical fait état de crises de tétanie, d'angoisse, de spasmophilie. Elle est tracassée dès qu'elle trouve des miettes sur le sol et vit difficilement la présence des poussières. Elle consulte des psychiatres depuis des années. Celui qui la suivait à Nivelles n'a pas vu venir le drame. La seule chose que je puis constater, c'est que, alors que depuis le début de l'année 2007, donc 1 mois et demi avant de massacrer ses enfants, elle se met à rencontrer son psychiatre très fréquemment, alors qu'auparavant elle le voyait peut-être 1 ou 2 fois par an. Qu'est-ce que ça dénote? Ça dénote qu'elle est dans un état de détresse morale importante. Et en tout cas, ce psychiatre n'a absolument aucune responsabilité, évidemment, dans la mort des enfants. Mais je pense qu'on peut quand même se poser la question de savoir s'il a bien pris la mesure de la détresse de cette femme.
Geneviève Lhermitte l'avoue, elle a voulu tuer Michel Scar. Mais elle a préféré s'en prendre à ses enfants. Pourquoi? Je ne voulais pas laisser les enfants seuls sans moi. C'était inconcevable de les laisser à leur papa qui ne savait pas s'en occuper. Et encore moins avec Michel Scar. Les experts parlent d'homicide-suicide. Geneviève Lhermitte a vécu un amour fusionnel avec ses enfants. Tous les murs de sa maison sont recouverts de leurs dessins. Elle a toujours souhaité le meilleur pour eux. Mais dans sa perception, le meilleur n'était plus la vie, c'était la mort. Pourquoi s'en prendre à ses enfants? C'est évidemment la question que chacun s'est posée. Mais je crois que dans la relation fusionnelle qui était la sienne, où, on le répète et le dossier le confirme surabondamment, elle adorait ses enfants, elle ne vivait que pour ses enfants. À partir du moment où elle quittait ce monde, elle voulait quitter ce monde avec ses enfants et partir avec eux. Ça correspond la plupart du temps à ce qu'on appelle, dans notre jargon, mélancolie délirante. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une mélancolie délirante? La mélancolie n'est évidemment pas l'état romantique du 19e siècle. C'est la forme la plus sévère de dépression. Et si vous voulez, ces sujets, lorsqu'ils sont plongés dans une dépression tellement sévère qu'ils ne voient pas d'issue, arrivent à désirer emmener les êtres chers dans la mort. Un peu comme pour les soustraire à l'enfer qu'ils vivent eux-mêmes. Reste à savoir si Geneviève Lhermitte est responsable de ses actes. Ses souvenirs sont précis, mais certains détails sont confus. Elle ignore par exemple la signification des 3 lettres de sang inscrites sur le miroir de la salle de bain du docteur Scar. Je crois qu'elle se souvient de les avoir écrits. Ce qu'elle ne sait pas dire, c'est ce que ces lettres signifient. Les extrapolations ont été bon train. Alors, J-U-D, est-ce que ça ne voulait pas dire Judas? Certains se sont posé des questions, mais on n'a pas véritablement eu une explication. Mais c'est vrai que c'est un élément qui a été considéré comme un élément interpellant. Cette amnésie signe une certaine note de ce qu'on appelle la confusion mentale. C'est même la signature rétrospective de la confusion mentale. Donc lorsqu'il y a des blancs comme ça dans la mémoire, en admettant qu'ils ne soient pas simulés bien sûr, car ça peut être simulé l'amnésie, ça veut dire qu'au moment des faits, le sujet était légèrement dissocié. C'est-à-dire n'était pas tout à fait lui-même, était dans un état de confusion, et ces blancs ne seront jamais comblés. Pour beaucoup d'observateurs, il n'y a aucun doute, Geneviève Lhermitte est folle. Mais contre toute attente, les experts ne retiennent pas la folie. Ils déclarent l'accusé responsable de ses actes. Nous estimons que son état anxio-dépressif a altéré profondément, mais non aboli, son discernement. Cette conclusion étonnante satisfait Geneviève Lhermitte. Lhermitte revendique les assises. Elle a dit textuellement « Je veux être jugée et je veux être punie ». Ce sont les termes qu'elle a employés. Je sais aussi que les psychiatres ont été à 2 doigts de la déclarer folle. Ils ne l'ont pas fait, et semble-t-il, parce qu'ils voulaient respecter son désir d'être jugé. Mais les psychiatres ont été privés de documents essentiels. 2 lettres écrites par Geneviève Lhermitte la veille du drame. Ces documents prouveraient que Madame Lhermitte a tué sous l'influence de sa maladie. Au moment des faits, son discernement était totalement aboli. Nous avons soumis ces 2 lettres à un expert. Pour lui, c'est un cas d'école indiscutable. Si on reprend ces éléments, on pourrait presque dire que ça illustre de façon digne d'un manuel scolaire les éléments de la mélancolie délirante. Docteur, j'ai peur de sortir de mon lit. Je ressens cette angoisse des heures entières. Ça, je vous le décode,
prédominance matinale des troubles, appréhension de la journée. Je suis bloquée dans tout mon bras gauche, dans ma poitrine, et j'ai un nœud dans ma gorge. Cette sidération, ce ralentissement à un stade où la personne est pétrifiée. Je ne veux pas croire en un avenir meilleur. Je suis dans une impasse, pour toujours. Ça, c'est un thème profondément et proprement mélancolique. On dit que le déprimé appréhende l'avenir ou voit l'avenir de façon sombre, mais le mélancolique n'a pas d'avenir. C'est proche d'une idée de damnation. J'ai été vérifier s'il y avait un couteau à viande bien tranchant. J'ai des idées noires, et je sais que ce sont des idées suicidaires qui vont m'entraîner, moi, et je vais prendre mes enfants avec moi, parce qu'il n'y a plus d'avenir. Donc on a le suicide altruiste, c'est-à-dire le fait d'emmener les proches. Il n'y a plus d'avenir, donc le thème mélancolique d'avenir bouché. Elle le dit, je suis déjà en train de crever de l'intérieur. C'est le sentiment d'être déjà morte. Désarçonnés par la découverte de ces lettres, les experts se ravisent. Pour eux, Geneviève l'ermite n'est plus responsable de ses actes. Mais il est trop tard. Les experts ne convaincront plus les jurés, bien décidés à lui infliger une lourde peine. Ça a enlevé au jury la lucidité sur la nature même de sa pathologie. On comprend très bien que le jury disant « nous avons un rapport, dit les responsables », et puis on montre 2 lettres, et puis on nous dit « maintenant, elle n'est plus du tout », qu'à ce moment-là, on dit n'importe quoi, ils ont eu le sentiment d'être manipulés, d'avoir été influencés par des choses qui, au fond, ne représentaient pas un élément fondamental au point de vue pathologique. D'où, disant, il faut considérer l'horreur du geste et prendre une sanction en fonction d'eux. Nous avons donc 7 médecins pour dire qu'elle devait être soignée et qu'elle était malade. 7. Le jury n'en a pas entendu un. La cour, avec les 3 magistrats, n'en a pas entendu un seul. On a considéré qu'elle était pleinement responsable. On lui a refusé toute circonstance atténuante. Il n'y a pas un seul médecin pour donner raison à la cour. Par ces motifs, la Cour condamne l'ermite Geneviève, du chef du fait dont elle a été déclarée coupable par le jury, à la réclusion à perpétuité. Considérée comme pleinement responsable par les jurés, Geneviève l'ermite n'a pas obtenu la moindre circonstance atténuante. Pourtant, en prison, des psychiatres continuent de la soigner. Elle conserve des idées suicidaires. Sa prise en charge thérapeutique est hors norme. Il y a effectivement un psychiatre qui est en contact fréquent avec elle, qui l'aide beaucoup. Il y a une psychologue également qui la voit régulièrement. Je suis un peu surpris de ce qui se passe dans le cadre de Madame l'ermite. Maintenant, c'est un cas d'école. Est-ce que c'est ainsi en règle générale? Le débat est ouvert, mais peut-être qu'on a tellement parlé du cas l'ermite qu'on veut prouver que même en prison, il y a moyen d'être suivi. En tout cas, elle l'est. Nathalie Papleux, bonsoir. Alors, Geneviève l'ermite a été condamnée à la perpétuité sans aucune circonstance atténuante. Vous savez comment elle a accueilli cette sentence? Elle l'a mal accueilli puisque immédiatement elle a introduit un pourvoi en cassation. Ce pourvoi a été rejeté et puis elle a dans le même temps intenté une action devant la Cour européenne des droits de l'homme. Elle attend toujours une réponse, mais elle espère toujours une révision de son procès. Vous avez pu entrer en contact avec Geneviève l'ermite? Alors pas directement, nous lui avons écrit une lettre, nous avons sollicité une interview de sa part. En fait, nous aurions voulu tenter d'éclaircir certaines questions sans réponse, essayer de comprendre peut-être avec le recul son geste, mais elle refuse pour l'instant de s'exprimer, nous a dit son avocat. Alors on l'a vu, son psychiatre a été mis sur la sellette pendant le procès. A-t-il été inquiété par la justice?
En fait, Geneviève Lermite lui réclame 3 millions d'euros de dommages et intérêts pour ne pas avoir pris en considération sa dernière lettre de détresse. Alors, sur le plan pénal, le psychiatre a bénéficié d'un non-lieu. Par contre, sur le plan civil, l'action est toujours pendante. Le tribunal, pour l'instant, a désigné des experts pour qu'ils se penchent sur le travail réalisé par ce psychiatre. Toute la question est évidemment de savoir s'il a commis une faute professionnelle qui serait en lien avec le dommage causé, le dommage étant la mort des enfants. Merci Nathalie. Restez avec nous car dans quelques instants, nous vous emmenons dans le monde des fantasmes, celui des balais roses. Depuis 25 ans, l'affaire des balais roses hante l'histoire criminelle de notre pays. On voit des gens, des notables de la ville, des gens sous tout bien de tout rapport, qui ont des pouvoirs assermentés même, occupés à faire des choses répréhensibles. Laurent Louis vient de nous le rappeler, le règne de la rumeur a encore de beaux jours devant lui. Cet obscur député nivellois prétend en effet dénoncer des réseaux de pédophiles, des partouzes entre puissants. Il agite des documents, des expertises tout droit sortis du dossier du trou. Tout cela sans jamais rien prouver. Aujourd'hui, une instruction est d'ailleurs ouverte à son encontre pour recel et diffamation. Mais Laurent Louis n'a rien inventé, les balais roses, les parties fines du roi et du Gotha, tout cela ressurgit périodiquement dans les médias, comme vous allez le voir dans ce devoir d'enquête signé Gérard Rogue et Daniel Remy. Depuis 25 ans, l'affaire des balais roses hante l'histoire criminelle de notre pays. On voit des gens, des notables de la ville, des gens sous tout bien de tout rapport, qui ont des pouvoirs assermentés même, occupés à faire des choses répréhensibles. Incendie du journal Pour, tuerie du Brabant, dossier du Trou-Nioul, à chaque fois, la rumeur ressurgit. Vous savez qui on met en cause là-dedans? C'était des noms. Ils étaient des noms, dont des membres de la famille royale. Le palais était impliqué dans toutes les affaires sales du royaume, notamment les affaires mœurs de balais roses. Tout ceci est du vent. Les balais roses, une prétendue affaire d'État, de crimes et de sexe que des pouvoirs occultes s'ingénieraient à étouffer. Le pouvoir qui pouvait étouffer toute l'affaire, c'est un pouvoir très, très puissant. Plus c'est gros, plus ça passe. Tout commence par une banale affaire de divorce. Nous sommes en 1979 dans le Brabant wallon. Après 9 ans de mariage, André Pinon, médecin psychiatre, et son épouse se séparent. Ils se disputent âprement la garde de leurs enfants. Persuadé que sa femme le trompe, le docteur Pinon engage un détective privé, Bob Louvigny. Il nous dit qu'elle a probablement des amants et c'est tout. À ce moment-là, ce n'est que ça. On a effectué des surveillances d'abord, puis des observations rapprochées qui nous ont amenés, in fine, dans une villa particulière à Waterloo, où on a pu constater, après plusieurs nuits de surveillance, que l'épouse du docteur Pinon y restait logée. Donc elle était probablement chez son amant, puisqu'elle avait été identifiée. Le docteur Pinon veut une preuve. Il donne rendez-vous à son épouse au bord du lac de Genneval. C'est ici qu'il va tenter de la piéger avec un micro-émetteur. À 2 pas, son détective enregistre la conversation. Donc c'était une histoire d'un couple d'effets qui disait tu as été couché avec une telle et toi aussi. Enfin c'était ce style d'échange. Elle a confirmé effectivement qu'elle avait une liaison dans
villa de Waterloo où on faisait des parties fines. Et c'est le début d'une affaire qui va défrayer la chronique pendant 25 ans. Après l'enregistrement, le docteur Pinon alerte la justice. Il prétend que son épouse lui a avoué avoir participé à des partouzes avec de hautes personnalités et des mineurs. Le procureur de roi de Nivelles, Jean de Prêtre, prend l'affaire en main. L'affaire Pinon, c'est l'histoire d'un divorce qui a mal tourné. Dans un milieu, profession libérale, où il y avait quelques couples échangistes. Et ça n'était pas interdit par la loi. Ce n'est toujours pas. Pourtant que il n'y a pas de mineurs, évidemment. Des mineurs? Non, elle en jamais parlait? vu. Non, moi je ne m'en souviens pas, et mes collaborateurs et moi-même, lors de ces surveillances, ces observations rapprochées, on n'en a jamais vu. Il est clair que si on avait vu des mineurs ou des jeunes gens, on aurait immédiatement averti le parquet, pas nécessairement le docteur Pinon, lui aussi, mais certainement le parquet. Le docteur Pinon aurait-il menti? L'enregistrement de son épouse contient-il vraiment des aveux de parties fines avec des mineurs et de hautes personnalités? Le docteur Pinon n'a pas voulu nous recevoir, mais il a accepté une interview par téléphone. Qu'est-ce qu'il y avait sur cette bande? Que disait votre ex-épouse? Mon épouse me parlait de parties fines en compagnie du docteur B, en compagnie de gens importants, et elle m'invitait d'ailleurs à y participer. Avec des mineurs? Oh, là vous me demandez beaucoup, monsieur Roch. Elle peut parler de partout, oui. Quant à savoir si elle parlait de mineurs ou pas, il faudrait réécouter la bande. Mais ça a dû vous frapper à l'époque. Et la bande se trouve à la police judiciaire. Nous avons retrouvé la transcription de la cassette enregistrée au bord du lac de Genneval. Madame Pinon avoue avoir eu des relations avec deux couples échangistes, mais à aucun moment elle n'évoque des partouzes avec de hautes personnalités et encore moins avec des mineurs. Je n'ai jamais entendu dire qu'il y avait des hommes d'État, des magistrats, des membres de la famille royale qui assistaient à ces réjouissances. Et d'ailleurs, les surveillances que nous avons effectuées à la demande du docteur Pinon sur cette ville-là n'ont jamais permis d'établir que ce type de personnage s'y rendait et participait à ces parties fines. Il y avait un général de gendarmerie, un ancien premier ministre, etc., etc., même un membre de la famille royale. Tout ça n'était que du vent. Au palais de justice de Nivelles, le docteur Pinon passe pour un mythomane. Ses multiples plaintes, ses accusations lancées sans la moindre preuve, indisposent les magistrats en charge de son divorce. Pinon se tourne alors vers la grande presse. Il rencontre longuement René Aquin, le spécialiste de l'investigation, au journal Le Soir. Je me disais, ce qu'il me rapporte comme information ou comme rumeur est probablement déformé par l'intérêt qu'il a à la cause. Lui, il entendait avoir la garde de ses enfants. C'était chez lui un point d'honneur. Il était expert psychiatre près les tribunaux et il voulait absolument avoir raison. Mais je pense que son comportement devant le juge des enfants de Nivelles a provoqué la réaction inverse. D'abord, si je me souviens bien, on a placé les enfants dans une famille d'accueil avant d'accorder la garde à leur mère. Le docteur Pinon ne s'avoue pas vaincu. Il veut gagner son divorce en dévoilant le scandale des balais roses. Il prend alors contact avec Jean-Claude Garot, le directeur du journal d'extrême gauche, Pour. D'abord, il m'apparaît comme un personnage perturbé. Je le déclarerai, je l'écrirai à l'époque, donc c'est pas une chose nouvelle que je dis aujourd'hui, qui a une volonté évidente de récupérer la garde de ses enfants et de se venger de sa femme. Il apparaît comme non méthodique et pas fiable au niveau de son raisonnement. Mythomane même, je dirais. Donc nous prenons comme décision de ne pas en parler, d'oublier complètement cette chose, tant que des éléments probants ne sont pas fournis. Quelques mois plus tard, en 1981,
le docteur Pinon revient à la charge auprès de Jean-Claude Garot. À Louvain-la-Neuve, il aurait découvert un témoin direct des fameuses partouzes. Une réunion est organisée. Nous serons 4 à table dans une maison privée où monsieur Pinon, avec 2 dames, vont me recevoir. Et nous allons commencer à parler et très vite évoquer la question. Je vais poser des questions et monsieur Pinon va sans arrêt pousser à ce que ces dames en disent plus. Et c'est vrai que l'une d'entre elles va être très prolixe. L'autre va confirmer systématiquement, mais l'une va être très prolixe et va fournir plein de détails, les noms des participants, qui a des enfants, etc., etc. À Louvain-la-Neuve, Garot a enregistré toute la conversation. Le journaliste n'est toujours pas convaincu. Mais 2 semaines plus tard, un événement va faire rebondir l'affaire. Dans la nuit du 4 au 5 juillet 1981, les locaux de Journal Pour sont incendiés. Qui a mis le feu et pourquoi? Piste noire, l'extrême droite, qui voudrait faire taire à tout jamais le vilain canard d'extrême gauche. Ou alors, piste rose, un incendie pour empêcher le journal de révéler les turpitudes des puissants et détruire l'enregistrement du témoin mystérieux de Louvain-la-Neuve, Madame D. Madame D a de fait parlé de partouze avec des mineurs. Cette personne a été enregistrée très longuement par M. Jean-Claude Garot, qui était le rédacteur en chef de Pour, et une quinzaine de jours plus tard, le journal Pour était victime d'un attentat et était incendié. La cassette, enregistrée par le directeur de Pour, contient de graves accusations. Madame D affirme que 2 mineurs, amenés dans les partouzes par le juge de la jeunesse de Nivelles, se sont suicidés. C'est le procureur du roi de Nivelles, Jean Deprêtre, qui dirigera l'enquête sur les prétendus suicides de mineurs. Quelques années plus tard, il sera mis sur le grill par une commission d'enquête parlementaire. Mais vous comprenez bien, monsieur le commissaire, que si un psychiatre un peu fou, ça existe aussi, n'est-ce pas, hein? Bon, déclare que y a 2 mineurs prêtés par le juge de la jeunesse qui se sont suicidés à Nivelles. Vous comprenez bien que je fais la vérification immédiatement. Elle a été faite par un mineur au cours des dernières années, dépendant du juge de la jeunesse, s'était suicidé. Bon. Qu'est-ce que je devais faire? Dès l'instant, il n'y avait rien. Mais il y a une conséquence qui était terrible. C'est que le juge de la jeunesse, qui ne fait plus partie du ressort de la Cour d'appel de Bruxelles, le juge de la jeunesse a été tellement meurtri dans cette affaire qu'il a fait une dépression nerveuse qui a duré 6 mois. Selon les déclarations de Madame D, une habituée des partouzes a été assassinée. Un meurtre maquillé en accident de voiture. La rumeur disait, et le docteur Pinon lui-même alimentait la rumeur en disant que c'était un des ministres présents à la soirée qui aurait fait boire cette dame, et on aurait peut-être mis quelque chose dans son verre, ce qui expliquerait que sa voiture se serait écrasée contre un poteau d'éclairage sur l'autoroute qui menait à l'aéroport. Il n'y a pas eu d'accident ce soir-là sur la route de Zaventem. En revanche, une dame fut retrouvée morte dans une chambre de l'hôtel Holiday Inn à l'aéroport. L'enquête démontrera qu'elle s'était suicidée au barbiturique. Elle avait laissé un dernier mot pour son mari, où elle expliquait son geste. On a su par la suite que son mari, médecin, avait demandé qu'on ne dise pas que sa femme s'était suicidée, qu'on dise plutôt qu'elle avait eu un accident. Mais à partir de cette demande, c'était devenu pour un certain nombre tout à fait la réalité. L'accident avait eu lieu, donc s'il avait eu lieu, c'était bien vrai qu'on l'avait fait boire, et on lui avait fait boire quelque chose pour qu'elle ait cet accident. Bah, tout ça n'était pas vrai. Il n'y a jamais eu d'accident de voiture. Et on ne l'a pas tué. Et on ne l'a pas non plus suicidée. Cette malheureuse s'est suicidée. C'est tout. Aucun rapport avec
des partous avec des mineurs, des choses horribles, rien. Non. C'était indifférent avec son mari, je pense. Oui. Qui a mal tourné. Les déclarations les plus explosives de Madame D concernent le prince héritier de la couronne. Le prince Albert est au courant du suicide des mineurs et de l'assassinat. Il couvre le juge de la jeunesse. Selon elle, le prince partouze joyeusement avec Paul van den Boeynants, ancien Premier ministre, avec le commandant en chef de la gendarmerie et quelques grosses pointures de l'industrie et de la finance. Tout cela dans les installations des golfs les plus huppés du Brabant wallon. Sexe, crime et balai rose, un thriller manifestement inspiré par le docteur Pinon. L'examen de la retranscription des bandes révèle effectivement un phénomène tout à fait marqué, évident de suggestion. D'autant que on se trouve en présence d'une personne, je parle de Madame D, qui en tout cas à l'époque était dans un certain état de fragilité psychologique et physique.